Bien, quelques mots d'abord pour commencer notre dialogue et notre combat. Nous sommes des patriotes et des citoyens du monde. Et nous intervenons, nous organisons l'intervention auprès du Congrès américain pour qu'il coupe les crédits pour la guerre. Et nous réunissons aujourd'hui nos candidats aux États-Unis, Diane Sare, qui est candidate à la présidence, José Vega, qui est candidat dans le district du Bronx, et ici, nos 4 candidats, nous en avons un autre qui est candidat au Sénat, Jean-François Grillet-Desfontaines, nos 4 candidats qui vous verrez tout à l'heure. Alors, c'est pour montrer que nous avons réellement une mobilisation, peut-être avec un public qui reste relativement faible, mais c'est toujours dans l'histoire des gens qui soient déterminés qui changent le cours des choses. Alors, il y a une première chose à voir, c'est que la guerre déclarée par Trump et son administration, avec l'intervention prépondérante de Netanyahou, est une guerre qui nous concerne tous. Elle ne concerne pas seulement les États-Unis, Israël, l'Iran ou d'autres pays. Elle nous concerne tous dans ses effets économiques, dans ses effets moraux et dans ses effets sociaux. Alors, il y a un principe qui est la non-intervention, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Ici, pour cela, elle ne s'applique pas. Parce que ce que nous faisons, c'est conseiller et montrer ce que nous éprouvons aux congressistes américains et leur inspirer une attitude conforme à un rétablissement de la paix. Alors, il faut bien voir que cette guerre, Trump l'a voulu. Et par 2 fois, l'administration Trump, sous pression de Netanyahou, bien sûr, a saboté les négociations de paix, par 2 fois. On parle d'une nouvelle réunion demain, le 16 avril, après celle d'Islamabad, je ne sais pas, mais on verra bien. Mais Trump a joué ce rôle de sabotage et il a insulté l'ennemi, il a insulté l'ennemi qu'il considère plus faible que lui, dans des termes qui dépassent toutes les bornes de la morale et du droit. Donc nous avons là quelque chose qui donne aux relations internationales un aspect de la force et encore de la force, et pas le droit. Alors c'est là qu'il y a une nécessité pour nous d'intervenir et de rassembler nos candidatures de part et d'autre de l'Atlantique pour cette intervention. Évidemment, on pourrait dire qu'il faut destituer Trump. Oui, mais la procédure prend du temps. On pourrait dire qu'il faut le porter à démissionner. La procédure prend du temps. Donc, faire voter le Congrès, c'est mettre le Congrès devant ses responsabilités aux États-Unis, parce que c'est lui qui, selon le droit, doit voter les crédits pour la guerre. Et nous voulons couper les cordons de la bourse à l'administration américaine. C'est pour cela que votre intervention sur chaque congressiste est importante et même essentielle, parce que ils sont dans la situation actuelle, ils sont à l'écoute des voix de l'intérieur des États-Unis, mais aussi des voix de l'extérieur. Donc, immédiatement, nous avons pour cette réunion un sens qui est de faire arrêter la guerre et d'imposer la paix. Alors, l'Iran a pratiquement gagné cette guerre, pas sur le plan militaire, où il est écrasé, mais il a gagné cette guerre sur le plan économique, sur le plan moral et sur le plan stratégique. Et Trump est acculé, son administration, sa façon de voir, est acculé à faire quelque chose, soit se retirer, soit passer à une phase beaucoup plus, disons, létale, beaucoup plus mortelle de la guerre. On parle du recours à l'arme atomique ouvertement maintenant, de la part d'Israël, mais pas seulement. On parle d'un débarquement des forces américaines.
qu'il y aurait des conséquences terribles qui s'enchaîneraient. Alors c'est le Moyen-Orient qui risque de s'embraser, mais c'est aussi le monde entier. Alors, face à cela, l'Iran a pratiqué quelque chose qu'on connaît bien en France, la dissuasion du faible au fort, qui était la doctrine gaullienne. Et il l'a pratiqué en préparant cette guerre, en préparant son action euh, en utilisant l'arme du détroit d'Ormuz, et surtout, il a pensé aux conséquences économiques. Et il a pensé que défendre les monnaies nationales dans les négociations, c'était essentiel, et condamner la riba, l'usure, c'était porter une atteinte au système financier de l'ennemi. Et c'est ce que fait l'Iran avec la Mushara, qui est aussi euh, un droit des affaires qui échappe à l'usure. Alors, évidemment, c'est en cohérence, c'est en résonance avec toute l'émergence des BRICS et d'une politique économique qui soit dans l'économie physique, l'économie réelle, l'économie productive et pas dans la spéculation financière. Alors, il faut bien voir que cette guerre est le fait essentiellement depuis des opérations américaines sous influence des milieux financiers qui contrôlent leurs dirigeants depuis plus de 40 ans. Mais Trump est un cas extrême, bien entendu. Cela va des injures sur Truth Social, et cela va, chez J.D. Vance, jusqu'à admonester le pape. Trump l'insulte, J.D. Vance l'admoneste en lui disant le pape devrait être prudent quand il évoque les matières de théologie. Moi, je suis aussi un augustinien, dit Vance, Augustin, et je peux condamner le pape au nom d'Augustin parce que depuis 1000 ans, on parle d'une doctrine de la juste guerre. Alors, il est évident que là, il ne s'agit pas d'une juste guerre. Il faut bien voir cela à l'esprit, parce qu'une juste guerre, qu'est-ce que c'est? Selon Augustin, et en effet, il a une théorie de la juste guerre, c'est une guerre que l'on mène en espérant le rétablissement de la paix lorsqu'elle est menacée. Et c'est une guerre de légitime défense. Là, aucune des conditions n'est réunie, puisque l'Iran n'a jamais menacé les États-Unis eux-mêmes. Augustin a le relais de saint Thomas d'Aquin, qui lui dit que une juste guerre, il ajoute qu'une juste guerre est une guerre lorsque les conséquences de la guerre sont moins mauvaises que le mal qu'on se propose d'éradiquer. Alors, il est clair que là, on développe et on étend le mal. Donc, on voit toute cette casuistique qui est au service du crime avec Vance et qui, avec Trump, est brutale, être la question de l'époque et surtout que derrière elle, il y a ce système financier et monétaire qui l'a produit. Il y a plusieurs voix même aux États-Unis qui déjà le disent. Il y a plusieurs voix en France ou dans la francophonie qui en parlent. J'ai vu un excellent programme d'Olivier Berruyer, par exemple, ou de quelqu'un qui s'appelle Bernard sur des sites, mais aucun ne propose, chacun analyse, elle analyse l'analyse, mais aucun ne propose une intervention comme nous le faisons. Et c'est cette intervention qui est absolument nécessaire face à ce que, autour de Trump et ce nouveau fascisme qui est basé sur le culte de l'argent, le pouvoir financier, dans la phase actuelle, sur une économie de guerre et une économie militaire, toutes les actions en bourse militaire montent et c'est révélateur, et aussi sur la domination de la technique et utiliser la technique pour outrager et vaincre l'autre. Et nous en sommes là. Donc, il faut absolument que nous fassions en sorte, de part et d'autre de l'Atlantique, que le Congrès coupe les crédits au parti de la guerre aux États-Unis. Mais bien plus qu'une nouvelle architecture de développement et de sécurité avance, et aussi vite que possible, dans le monde entier.
Il y a une excellente émission de Serge Glaziev qui explique très bien comment, à la base du système, il faut avoir une nouvelle forme de monnaie ou un instrument de référence qui sortent des spéculations et qui permettent, rejoignant ainsi la volonté qui est derrière le système financier iranien, qui est unique dans cela, le rejoignant, une politique d'économie physique qui est celle qu'a toujours défendue Lyndon LaRouche, en disant que cette économie physique est liée à un futur de l'humanité, qu'on pense en fonction de ce futur, et que on la défend en promouvant une éducation, en promouvant euh, une élévation de la qualité de vie et de la qualité d'âme des peuples. Et c'est là notre défi. Nous en parlerons maintenant avec cette nouvelle architecture qui doit être essentielle et qui est ce que j'appellerais le fondement d'une juste paix. Voilà ce que je dirais au départ, avant de donner la parole à ceux qui, aujourd'hui, manifesteront leur engagement. Merci Jacques. Alors on va tout de suite donner la parole donc. Alors je sais plus, on avait dit Diane avant. Diane, qui donc est candidate, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Diane, tu as la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Je viens de découvrir que vous avez la traduction anglaise, mais j'ai pu comprendre ce que Jacques a pu dire. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Eh bien, évidemment, nous sommes à un tournant incroyable pour l'humanité. Et dans un sens, les États-Unis est au centre de cela, parce que nous avons le pouvoir de faire de faire tant de destruction qu'il est absolument nécessaire que nous amenions notre République dans la bonne voie de l'histoire, de telle manière à ce que nous puissions mobiliser notamment les gens de bonne volonté en Occident. Autrement, la République n'existera pas. Et toute la contribution de gens comme Jeanne d'Arc, Nicolas Lecuse, Leibniz, tout le meilleur de la civilisation européenne qui ont permis que nous résistions à la vue de l'oligarchie britannique, ou cette vue non romaine, vénitienne, qui était passée de Venise, de Rome, de Venise jusqu'à Londres, ne pouvait pas se faire. C'est ainsi que les États-Unis ont été créés. Quand Washington a servi 2 mandats avec beaucoup de sénateurs qui ont suivi son exemple, des congressistes aussi, il a mis en garde Washington que, en ayant une république, les citoyens américains ont un énorme pouvoir, ce qui est vrai. Nous avons un système présidentiel comme en France, et nous avons des élections. Et les représentants du peuple sont censés nous représenter, à représenter le peuple américain. C'est notamment le consentement des gouvernés. Et Washington a mis en garde que, étant donné que les citoyens américains ont tant de pouvoir, il faut faire extrêmement attention à l'éducation, la culture et la religion. Et nous n'avons pas été très attentionnés. Et on a des gens qui ont mis notre nation au service de millionnaires, de milliardaires. La classe Epstein, vous avez notamment l'Institut Tavistock ou la CIA ici aux États-Unis, ont dépensé énormément d'argent, notamment au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 60. Beaucoup d'argent a été dépensé pour détourner notre nation, pour détourner notre capacité de production, notre société productive et créer une société d'addicts aux drogues après cela. Aujourd'hui, seulement 54% des Américains
sont capables de vraiment lire à un certain niveau. Donc, les gens ne sont pas capables, aujourd'hui, une grande partie, ne sont pas capables de comprendre, en fait, ne serait-ce que la Constitution américaine ou la Déclaration d'indépendance américaine. Donc, évidemment, il est très facile de subvertir, de divertir et de simplement détourner l'attention d'une population et d'une génération de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas la capacité de comprendre vraiment les textes fondamentaux de notre pays. Donc aujourd'hui, vous avez Trump qui a kidnappé Maduro. C'est à ce moment-là que j'ai lancé ma campagne pour la présidentielle. J'ai considéré que c'était très urgent parce que non seulement nous n'avons pas seulement un président dysfonctionnel, mais on a une présidence qui est dysfonctionnelle, des institutions qui le sont. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Disons, parce que l'opposition a, dans une certaine mesure, créé la politique que Trump a lui-même mis en place ensuite. C'est Obama et Biden qui ont provoqué le désastre en Ukraine. Et j'ai entendu un de mes contacts militaires, je pense que c'est vrai, dire que les États-Unis ont viré le gouvernement ukrainien. La CIA. La CIA et le MI6 et le Mossad sont aujourd'hui des services de renseignement qui sont aujourd'hui au service de milliardaires sataniques. Et si la population américaine ne s'enrage pas contre ça, notamment sur les millions de documents diffusés sur Epstein, et que les gens pensent que c'est OK, enfin, au point qu'on ne lance pas vraiment des procédures. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller voir les noms grâce à ces dossiers Epstein. Et nous avons par exemple plusieurs congressistes qui sont aujourd'hui en train de s'opposer. Aujourd'hui, vous avez des Américains de haut niveau qui s'opposent aujourd'hui à la guerre en Trump. Mais si on continue à respecter les gens qui ont commis tant de crimes et qui sont aujourd'hui nommés dans les dossiers Epstein, alors on perdra notre République. Donc, j'ai eu le privilège, par rapport à cela, de travailler avec Lyndon LaRouche pendant 32 ans. Il est décédé en 2019. Et évidemment, j'ai aussi travaillé avec Jacques Cheminade et la meuf de M. LaRouche, qui est Mme Elisabeth LaRouche, et qui sont des gens estimables, très estimables en Europe. Et nous nous battons pour changer le monde, même si LaRouche, on a voté, on a volé ses élections, ses votes, si on l'a envoyé en prison. LaRouche, malgré ça, a eu un impact énorme dans les présidentielles américaines, notamment vis-à-vis de Reagan. Reagan a adopté la politique de Lyndon LaRouche quand il était candidat, et quand Reagan a défendu la politique d'initiative de défense stratégique produite par LaRouche, qui visait à utiliser des lasers pour détruire les armes nucléaires. Et Sergei Glaziev, le conseiller sur les questions eurasiatiques aujourd'hui pour Poutine, a défendu Lyndon LaRouche et a fait un hommage pour son 100e anniversaire. Et je me présente comme candidate pour fournir un exemple de leadership aux États-Unis et à la population pour leur montrer comment agir. Dans un certain sens, nous avons à faire beaucoup. Et voilà, il y a 2 jours et quelques jours, la mission Artemis 2 est revenue de la Lune. Voilà. Et depuis 1972, nous n'avons pas lancé un programme similaire. Et les astronautes sont allés
dans l'espace et se sont retrouvés à regarder la Terre depuis l'orbite lunaire et ont ressenti cette émotion consistant à voir que la Terre est une petite sphère dans l'espace immense. Et si on se met à leur place, on se dit, en voyant la Terre, on se dit, mais bon sang, c'est si précieux cette Terre, comment cette petite sphère dans l'univers, plus dans l'univers, vous avez ces milliards d'êtres humains et c'est extrêmement précieux. Et pourquoi nous entretuons-nous? C'est ça la question qui doit se poser. Et évidemment, pour aller dans l'espace, il faut résoudre énormément de problèmes sciences physiques, mais aussi des problèmes d'ordre psychologique, parce qu'il n'est pas si évident d'emmener pendant tant de jours dans un espace confiné dans un certain nombre de personnes. Et la question, c'est que, évidemment, l'espace, ça doit inspirer de l'optimisme et de l'espoir. À un moment où nous avons tant d'invasions illégales et non provoquées, ces crimes, ces génocides contre le peuple de Gaza, entre autres, et dans d'autres régions. Vous avez commencé notamment au sort des peuples en Haïti, au Soudan, au Congo, dans d'autres régions du monde. Donc, vous avez aujourd'hui tout cela en fait est dû à un effondrement du système financier et du système économique. Et aujourd'hui, vous avez des Américains qui sont complètement perdus parce qu'ils ont voté pour Trump, croyant qu'il allait défendre la paix. Et quand, parce qu'on condamnait à l'époque Joe Biden, et à partir du moment où Biden a démissionné de la campagne, vous avez Kamala Harris qui a été proposée comme la vice-présidente, qui a été proposée comme candidate. Personne ne la connaissait. Donc Trump a été élu. Et vous avez une lettre de la plateforme de réseaux sociaux de Trump, le Truth Social, que je vais vous lire. Et c'est après que Trump ait posté son attaque contre le pape. Quelqu'un a été sur Truth Social. Monsieur Trump, j'ai voté pour vous 3 fois. Je suis catholique et je ne vous porte pas mais je suis outré par votre comportement et vos paroles depuis que vous avez été élu. Et alors, j'aurais de la sympathie pour vous, mais si c'était que vous avez vendu les États-Unis à Israël. Je suis désolé, c'est très difficile à traduire, il y a des vocabulaires que je ne comprends pas. Vous avez détruit, en gros, elle dit, voilà, vous avez détruit notre pays, vous avez détruit MAGA, le Make America Great Again. C'est un électeur de Trump qui a voté pour lui à plusieurs reprises et qui vous allez de MAGA à nada, c'est-à-dire à rien. On condamne la politique de Trump. En l'espace d'un mois, vous avez tout détruit. Voilà, donc je pense que ça vous donne une idée de l'ouverture que nous avons et du potentiel que nous avons ici aux États-Unis dans un futur leadership et dans un changement de politique. Et donc je peux m'arrêter là, merci. Merci Dayan. Donc on va maintenant donner la parole à notre ami José Vega qui doit être là normalement et qui lui donc est candidat dans le Bronx, donc à New York.
mais pas en tant que candidat à la présidentielle, bien sûr, en tant que pour le Congrès. Donc, est-ce que José, tu es avec nous? Oui. Okay, great. Go. Bonjour, mes amis. Je m'appelle José Vega. That's it. That's all the French I know. I'm very happy to be joining you here. Je suis très heureux de vous rejoindre ici dans ce très beau forum, séminaire. Et excusez-moi si je parle plus lentement que d'habitude, mais j'aimerais que les traducteurs me comprennent pour que nous puissions vraiment communiquer. Et avant quoi que ce soit, je voudrais me présenter avec la perspective du futur, de voir dans le futur. Nous venons de voir que les États-Unis ont conduit une opération pour lancer des gens autour de la Lune, plus loin que nous ne l'avions jamais fait, plus loin de la Terre que nous n'avions jamais fait, et ils sont arrivés dans l'océan Pacifique de manière sûre, ils sont bien arrivés. Donc il y a eu des milliers de personnes qui ont travaillé, notamment des ingénieurs, différentes personnes pour faire en sorte que cette opération soit efficace. Et la NASA a été si efficace qu'ils ont réussi à calculer presque à la minute, presque à la seconde, à quel moment les astronautes allaient atterrir dans l'eau à leur retour. Et je crois que le temps à laquelle ça a eu lieu, donc c'était l'heure exacte, ils sont arrivés à l'heure prévue. Pensez aux décennies de créativité, de développement, d'idées et de découvertes de principes physiques qui ont permis cette mission d'être efficace et de vraiment prévoir à la seconde à quelle heure les gens qui avaient le soin de quitter la planète, à quelle heure ils allaient revenir exactement sur la planète. Aujourd'hui, même un avion, vous ne pouvez pas avoir l'heure exacte pour un avion aujourd'hui quand vous prenez l'avion. Et je parle de cela car c'est en fait ce que l'espèce humaine ce dont l'espèce humaine est vraiment capable. Et c'est la chose la plus importante qui a été accomplie par l'humanité. Et je ne mentionne pas vraiment, je ne mentionne pas uniquement le rôle des États-Unis là-dedans. Et il y a beaucoup de choses qui ont été développées, les ingénieurs qui étaient impliqués dans ce projet. Beaucoup ne sont pas originaires des États-Unis. Il y a des gens à travers le monde qui ont œuvré à ce projet, comme les calculs, les estimations, les calculs mathématiques qui ont été faits viennent d'une coopération avec beaucoup d'autres régions du monde. C'est un exemple d'un effort de coopération dans le monde c'est un effort international d'ailleurs qui a permis de créer les États-Unis au moment de la Révolution américaine, car cela a été créé par un processus international de coopération depuis plusieurs siècles. Les plus grandes idées des philosophes de l'ancienne Chine, aussi de Socrate, de Nicolas de Cuse, d'autres de la Renaissance, tous des grands humanistes qui ont permis de créer ces États-Unis internationaux d'Amérique. Et ça, c'est quelque chose. Ce pays et cette idée, c'est dans la Constitution, c'est un effort collaboratif international, la création des États-Unis. Et aujourd'hui, le 150e anniversaire de la fondation des États-Unis, c'est quelque chose qui devrait être célébré par tous les êtres humains avec cette perspective. Et ce que cela a été, c'était une détermination à agir pour l'humanité. Et c'est une bataille toujours en cours pour que les gens se remettent en œuvre pour l'humanité. Et ce que nous voyons ici, avec la bataille pour Diane Serre, qui est candidate à la présidentielle, et moi-même qui suis candidat au Congrès dans le Bronx, particulièrement ici, dans le Bronx, qui est l'un des districts congestionnels les plus pauvres dans tous les États-Unis,
eh bien, nous nous battons pour la citoyenneté, pour les citoyens, pour faire en sorte qu'ils se remettent dans la bataille pour les principes pour l'humanité. L'humanité, avec ses principes créatifs, sont la meilleure ressource que l'humanité possède. Et c'est ce que cela veut dire d'être un être humain. Et si nous pouvons trouver cette détermination ici, dans l'un des endroits les plus pauvres aux États-Unis, nous pouvons le trouver partout sur la planète. Et je comprends bien sûr que l'une des plus grandes inspirations qui est sortie de la Révolution américaine, ça a été le fait que beaucoup d'autres pays, après les États-Unis, ont déclaré leur indépendance, aussi se sont battus pour cette bataille d'indépendance et pour une vraie république. Nous avons vu cela avec la peinture de Washington qui a traversé le Delaware. Beaucoup d'Américains aujourd'hui croient que ça a été peint ici aux États-Unis et ils sont souvent choqués quand je leur dis que ça a été peint en Allemagne à une époque où il y avait une grande instabilité dans les pays européens. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'au milieu du XVIIIe siècle, il y avait toujours donc des reines, des rois, même toujours aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup de pays en Europe se battaient pour cette même bataille d'indépendance que les États-Unis avaient réussi à commencer. Et donc au XIXe siècle aussi. Et cette idée d'indépendance que les États-Unis ont menée, ça a été mené avec par des gens en France, par des intellectuels en France. Lavoisier, notamment, a écrit de nombreux volumes jusqu'au milieu du XIXe siècle, du XVIIIe siècle sur les États-Unis, sur l'idée que les idées doivent être préservées pour construire. Et cela est quelque chose que la France nous a donné. Bien sûr, la statue de la liberté, également, qui cimente pour toujours notre relation entre les États-Unis et la France, comme des partenaires égaux dans la bataille pour la liberté. Et donc, avec cela étant dit, je vais arrêter mes remarques à ce point-ci et vous exprimer ma gratitude de dire encore que je suis fier de vous rejoindre, vous tous, dans cette session internationale et un message des États-Unis et de New York, que le 250e anniversaire de la fondation de ce pays, c'est une célébration pour toute l'humanité et cela devrait être vu comme une réalisation d'avoir mis les gens de l'autre côté de la Lune. Et donc aussi le projet de retourner sur la Lune, d'aller aussi sur Mars et au-delà. Merci à vous tous de m'avoir permis de venir et de participer. Thank you. Merci José. Donc on va enchaîner. Enchaînons. Et pour enchaîner, je vais me faire l'écho de ce que vient de dire, de ce que viennent de dire et Diane Serre et José Vega dans le cadre cette fois-ci de la campagne législative française, un petit peu élargie, très élargie. Puisque je suis candidate pour la 3e fois dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, et pour que vous ayez un sens plus clair, si tu peux mettre ta carte aussi. Pardon? Oui, ça arrive. Mais... Ouais, d'accord. Okay. Ah, pardon. Voilà, non, c'est juste pour avoir un sens concret de ce qu'est cette 10e circonscription des Français de l'étranger et des enjeux qu'elle recouvre et pourquoi effectivement tout ça nous amène au rôle de la France, toute la question de la politique étrangère de la France. Cette 10e circonscription des Français de l'étranger, il y a 49 pays et sont 49 pays qui recouvrent en fait tout le Moyen-Orient. Ouais. Voilà, et qui recouvrent... Ah ouais, malheureusement, elle n'est pas... Ah oui, ok. Qui recouvre tout le Moyen-Orient et une très grande partie de l'Afrique, sauf l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, c'est pour résumer un petit peu les enjeux.
Et là où je vais me faire l'écho de ce qu'a développé José Vega en particulier, mais aussi Ganser, c'est le côté qui est en réalité c'est une zone comme vous pouvez le voir où vous avez les guerres qui sont là, le Moyen-Orient, l'Iran ici, l'Iran et je l'ai représenté ici, mais en même temps c'est la région du monde, l'une des régions du monde les plus intéressantes et les plus importantes qui soit. Pourquoi? Parce que vous avez les pays qui sont en train de rejoindre les BRICS. C'est tout l'enjeu des BRICS. Vous avez euh, voilà, vous avez ici un des membres fondateurs des BRICS qui est l'Afrique du Sud. Vous avez ici, vous le voyez peut-être pas très bien, malheureusement avec la lumière on discerne peut-être pas très bien, mais là en bleu, ces pays-là, ici, là, et l'Iran qui fait pas partie de ma circonscription, mais je vais quand même ajouter, ce sont les pays qui sont les nouveaux membres des BRICS qui ont rejoint voilà, j'ai un doute maintenant, je ne sais plus si c'est 2024 ou 2025. Et ici, vous avez ces deux pays, et ça c'est très important, en particulier pour Madagascar, c'est les pays partenaires des BRICS. Donc, ils ne sont pas encore membres en tant que tels. On pourrait dire à plein temps, j'allais dire. Mais c'est donc cette configuration où vous avez tous ces pays qui sont en train de dire, nous, on veut autre chose. Et cette autre chose passe en particulier par la réalisation de ce à quoi Solidarité et Progrès a toujours appelé, c'est-à-dire la sécurité par le développement mutuel. Et ce développement mutuel, alors évidemment, euh, inutile de dire que la France, qui est quand même une ancienne puissance colonisatrice, qui a été dans un certain nombre de pays africains, elle a passé ça à la trappe, c'est-à-dire qu'il y a eu ça, il y a eu des projets qui ont été réalisés de ci, de là, mais pas du tout dans l'esprit de coopération, pas du tout dans l'esprit de partenariat, pas du tout dans l'esprit gagnant-gagnant. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent pourquoi ces pays sont intéressés à travailler avec la Chine, par exemple, même pour une raison toute bête, toute simple, c'est qu'effectivement, il y a des projets qui sont gagnants-gagnants. Alors, je vais vous en donner, comme le temps est très bref, je vais vous donner juste deux, trois exemples par rapport à ça, de ce qui se réalise déjà à l'heure actuelle, par exemple au Ghana. Le Ghana, c'est ici. Vous avez ce qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, c'est tout un programme sur l'énergie nucléaire qui va se faire en partenariat avec la Chine et les USA. Vous avez ici la Tanzanie. Alors là, ils ont deux projets. Vous avez un projet donc où dorénavant la Tanzanie va pouvoir assembler des trains avec des spécificités, c'est diesel et électricité. Ne me demandez pas les détails techniques, je ne pourrais pas vous les donner, mais ce qui est important là-dedans, c'est que en fait, ils sont en train de développer une capacité de produire les choses sur place plutôt que d'être obligés de les importer et de dépendre d'acteurs extérieurs. Donc ça, c'est déjà en tant que tel extrêmement important, même si les technologies, encore une fois, je suis pas en mesure de vous dire si c'est les plus avancées ou pas. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils le font sur place. Par ailleurs, ici, vous avez le lac Tanganyika. Et là, ils ont déjà mis en service des bateaux qui sont, semble-t-il, assez exceptionnels. En tout cas, ils sont très grands, ils font 70 mètres de long. Bon, il y en a évidemment 70 oui, mètres de long. Il y en a sans doute des plus grands, mais disons que ça permet de transporter jusqu'à 2000 tonnes de fret. Donc, c'est évidemment très important parce que ça veut dire toute une possibilité de développement pour toute cette région. Et comme vous voyez, c'est une région, bon là j'ai mis ici les gros foyers de guerre dont on parle jamais, qui sont la RDC et le Soudan. Il y en a d'autres qui sont, je dirais, d'autres conflits larvés dans toute cette région, mais c'est sûr que s'il y a un développement économique, ce sera un facteur de stabilisation extrêmement important. L'autre chose, évidemment, pour le Moyen-Orient, c'est toute la question du plan Oasis que nous défendons depuis très, très longtemps et que
là, nous avons eu récemment, il y a eu une conférence, une table ronde de l'Executive Intelligence où Madame Larouche est intervenue pour présenter cette idée d'un plan Oasis élargi. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce plan Oasis, il y a déjà des éléments qui sont en cours de réalisation, où il y a des projets qui sont sur la table, qui sont pas forcément encore mis, qui n'ont pas encore donné lieu à des études concrètes ou des réalisations concrètes. Il y a un projet, par exemple, pour vous donner une petite idée, qui relierait ici Téhéran, qui grosso modo s'appelle comme ça, c'est-à-dire Téhéran, Bagdad, Amman, Le Caire. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la réalisation d'une telle voie de chemin de fer, vous changez totalement cette région du globe. Et à partir de là, on commence à avoir un regard autre sur le conflit qu'il y a à l'heure actuelle au Moyen-Orient, à Gaza et maintenant au Liban et en Iran, parce qu'effectivement, à quoi aboutit ce conflit? Il aboutit à geler tous ces projets dont certains sont relativement avancés. Par exemple, il y a une autoroute de Bagdad à Alep. Donc, Bagdad, c'est enfin, donc l'Irak jusque ici et la Turquie, pour aller en Turquie, donc la Turquie ici. Donc évidemment, dans les circonstances actuelles, ce type de projets ne peuvent pas se faire ou sont très difficiles à réaliser, alors qu'ils sont absolument essentiels. Et évidemment, là, on voit juste cette carte, mais derrière, vous avez toute l'Asie, vous avez la Chine, et on voit bien que ce qui est en jeu, c'est est-ce que on a une politique de paix par le développement à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale qui peut se mettre en place, ou alors est-ce que on continue dans une logique de destruction qui empêche ce type de développement, mais qui permet de maintenir une hégémonie anglo-américaine, l'hégémonie des milieux financiers. Donc ça, c'est l'essentiel. Mes campagnes, si tu peux juste montrer les deux campagnes que j'ai faites jusqu'à présent, c'était justement pour rappeler qu'il y a eu une politique étrangère de la France qui était différente, qu'il y avait autre chose à dire, qu'il y avait, comme l'avait dit le général de Gaulle, je crois que c'était en 64, quand il était au Mexique, où il avait dit, il avait parlé de main dans la main avec le reste du monde. C'est cette logique-là. Ça, c'était en 2022. Donc, c'était un petit peu de mettre l'accent sur le fait que la France est amie des peuples et que les gens qui vivent, tous les Français qui vivent dans ces 49 pays, c'est des gens qui ont un rôle à jouer particulièrement important pour faire valoir ce type de choix politique. Ils sont là, ils ont vraiment quelque chose à offrir, je dirais, en ce sens. Et l'autre, je ne sais pas ce qu'il m'a mis. Ah, ok, d'accord. D'accord. Voilà, donc, voilà, ça c'est la dernière, ça c'est en main dans la main avec le Sud planétaire, pour donner ce sens que nous avons, la France a un rôle à jouer dans le monde si elle est fidèle à ce qu'elle est, ce qui suppose, parmi d'autres choses, qu'elle recouvre sa souveraineté. Enfin, pour terminer, je voudrais juste souligner, comme vous le savez, Jacques a parlé du pape tout à l'heure, il est actuellement en voyage justement en Afrique, donc il est allé à Alger, mais il va aller aussi au Cameroun, il va aller en Angola, il va aller en Guinée équatoriale. Donc ça, c'est des pays qu'il visitera. Et effectivement, si on voit déjà ce qui s'est passé en Algérie, où ça a été quand même la réception, la façon dont il a été accueilli et ce que les gens attendent, parce qu'ils voient une figure qui représente, où il y a une autorité morale et quelqu'un qui a une stature pour dire les choses qui sont décisives dans un monde
dans une situation où les gens se posent des questions, ils sont dépourvus, ils sont même, pour beaucoup, assez dans le désespoir en réalité. Donc, entendre réaffirmer un certain nombre de principes est extrêmement important et extrêmement important aussi dans les pays d'Afrique où qu'il va visiter et ce qu'ils ont eu à voir des pays occidentaux à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de très optimiste, pour dire le moins. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter ce que sera cette candidature et pourquoi effectivement c'est toute encore une fois, hein, ce rôle de la France et comment la France doit impérativement, elle a le choix de rentrer de plein pied dans ce nouveau paradigme ou de rester sur le côté, de voir le train passer. Mais une fois que le train sera passé, ce sera terminé, ce sera trop tard. Donc maintenant, il y a encore un petit peu de temps et on va faire en sorte que ce temps soit employé de manière positive et à bon escient. Voilà, merci. Merci Odile. Je rappelle simplement en fait le principe du député de l'étranger, c'est-à-dire que il y en a combien d'ailleurs? Il y en a 10? Il y en a 10? Non, plus, Dans le il y a monde, 11, au au moins moins 11. 11. Oui. C'est-à-dire que c'est les Français qui vivent et travaillent dans ces pays-là, qui peuvent voter. Ils ont un représentant à l'Assemblée nationale. Donc tous les Français qui travaillent dans les pays qu'a mentionné Odile peuvent voter pour elle, donc dans tous ces pays-là, tout le Moyen-Orient et toute l'Afrique, enfin, une grande partie de l'Afrique en tout cas. Et donc c'est ça le principe du député de l'étranger. Tout à fait. Je Ouais, préciser merci, ça. merci. Donc on va donner maintenant la parole à notre futur sénateur qui normalement est avec nous par Zoom, puisqu'il est près de Montauban, zone blanche. Sinon, on échange. C'est pas évident là-bas la connexion. Bon, bah on va enchaîner, on va le reprendre après, on va donner la parole à un autre candidat. Allez, Donc au hasard, Benoît, allez, c'est parti. c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, Benoît Odile. Je suis candidat donc, dans la 5e circonscription de l'Essonne, en région parisienne. Et donc, c'est une circonscription qui a l'avantage d'avoir un gros centre scientifique. C'est même la Silicon Valley à la française. Et donc, on a énormément de gens qui sont câblés sur ces questions d'industrie, de science, de développement de long terme. Le problème, c'est que la population, elle, donc il y a des scientifiques, mais c'est pas la majorité, parce que vous savez qu'on est une économie de service. Et donc, la plupart, ils sont pas dans la science, forcément. Donc, on a aussi pas mal on va dire, d'écologie décroissante, d'alternatives plus ou moins romantiques. On a un extrême centre qui est très très bien ancré, avec un socialisme à géométrie variable, donc qui est capable de s'aligner dans le sens dans le sens du vent, et une extrême gauche en embuscade qui, en gros, euh, passe les plats entre les écologistes, les socialistes, et qui essaie de se faire un peu son trou. Et là-dedans, il y a une petite poche de souverainistes. On les voit de temps en temps sortir. Ils sont désorganisés. Ils sont dans une stratégie quasiment d'attente, et donc ils ont besoin d'avoir un cap clair, hein, qui leur est donné, parce que on a une fragmentation totale à la fois dans la société mais aussi au sein des souverainistes, et ils ont pas en fait un sens clair de ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est vraiment cette question de l'oligarchie qui est en train de détruire ce qu'il y a d'humain en nous. On le voit justement avec cette guerre. Moi, j'ai beaucoup milité là récemment sur des facs, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des universités. Il y a aussi sur des brocantes, des marchés un peu partout à la sortie des RER. Et avec cette phrase simple, est-ce que vous voulez arrêter la guerre mondiale? Et la réaction la plus majoritaire, on va dire, c'est ah bah vous êtes ambitieux, comme si c'était un jeu, comme si c'était
disons, un rêve voilà, qu'on déploie comme ça en public sans conséquence. Et il y a cette déconnexion totale des gens de l'horreur de ces guerres successives et de ce que l'humanité est en train de perdre finalement avec cette situation. Ils perdent la notion de comment on peut coopérer avec son ennemi. Puisque évidemment, on peut coopérer avec son ami, mais c'est un peu facile. Le plus compliqué, c'est quand même de coopérer avec son ennemi. Et comment on fait? Bah, c'est un ennemi, ah oui, on peut pas lui parler. D'accord? Mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le détruire jusqu'à ce que voilà, il n'existe plus. Euh, ah non, c'est pas bien non plus. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut un intermédiaire, quelque chose entre les deux. Et donc ça veut dire qu'il y a un effort humain à faire, de comprendre que celui qu'on a en face n'est pas une bête immonde, mais qu'il est un être humain qui cherche aussi à exister, comme nous on cherche à exister, qui cherche à développer quelque chose dans sa société et de voir qu'est-ce que nous, on peut apporter à ce processus-là. Et je pense que l'oligarchie cherche à tout prix à nous rendre bestial dans notre façon de voir les choses, de voir tout le temps l'autre pays ou l'autre dirigeant comme une bête assoiffée de sang, comme un barbare, voilà, toujours diaboliser cette personne pour nous déconnecter en fait de la part d'humanité qu'il y a dans ces pays. Donc j'ai beaucoup bataillé pour essayer d'amener cette idée de coopérer avec son ennemi. Euh, L'idée d'une alliance de l'Occident avec les BRICS, ça a été un de mes grands axes de campagne pour l'instant, de voir en fait qu'est-ce qui empêche finalement cette alliance. Qu'est-ce que les gens pensent qui est l'obstacle principal. On a évidemment la propagande sur la guerre en Ukraine. Il suffirait de réunir les historiens et de poser sur la table en fait les raisons de cette guerre et on en serait bah voilà en fait on comprendrait d'où ça vient et on pourrait déjà commencer un processus de réconciliation. On sait sur cette question du Moyen-Orient, bon je suis pas un spécialiste mais moins un spécialiste, mais en tout cas on peut aussi en comprendre les causes. Avec des projets comme le plan Oasis, on peut comprendre aussi qu'est-ce qui peut améliorer la situation. Et, euh, et donc, et cette alliance, elle est aussi vue comme impossible parce qu'on pense que les pays qui sont comme la Chine, enfin, notamment la Chine ou la Russie, sont des ennemis aussi économiques. C'est-à-dire, on pense que dans un système de libre-échange qui nous a été imposé, hein, en fait, par toute une succession historique, enfin, voilà, depuis les années 60-70, on a des cycles successifs qui ont eu lieu pour imposer ce libéralisme et qui fait que on a d'abord désindustrialisé au profit de ces pays justement, notamment la Chine, en pensant de façon condescendante bah, qu'ils n'arriveraient pas finalement à notre niveau si exceptionnel. Et comme en fait c'est des civilisations qui sont très anciennes et qui ont énormément disons, de fierté, et bien en fait ils ont réussi à nous dépasser technologiquement. Et maintenant, dans un système de libre-échange, ils deviennent une menace entre guillemets. Et donc on a ce système qui s'est retourné contre nous. Et au lieu de voir qu'en fait on s'est fait avoir dès le départ, qu'on a désindustrialisé et qu'ensuite on prend la vague. On devrait se rendre compte que finalement, la coopération avec des pays comme ça qui ont un potentiel scientifique, une envie de créer des choses, de créer de la technologie, créer du savoir, c'est au contraire la meilleure chose qui pouvait nous arriver, en fait. Parce que enfin, je veux dire, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on parle du développement des pays du Sud. Là, on en a un, par exemple. Et en fait, au lieu de se réjouir que que ce soit le cas, qu'il y ait des millions et des millions de gens qui sortent de la pauvreté, on est en train
de les décrire comme si c'était les ennemis du genre humain. Donc, le fait de pas pouvoir voir ça, c'est le fait que notre humanité a été assommée et on doit retrouver cette part d'humanité qu'il y a en nous. Euh, donc, ce que j'ai proposé aussi dans ma campagne, c'est de faire ce que j'appelle un débat national populaire, c'est-à-dire d'organiser la réflexion sur des sujets concrets, de fond, structurants, et qui soient et de mettre des gens qui sont justement fragmentés là, qui ont des idées complètement contraires en apparence, de pouvoir organiser cette confrontation d'idées de façon sereine et pour faire émerger en fait dans le peuple une réflexion sur les causes profondes de cette crise. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en œuvre. Je vais m'y atteler à 200%. Et donc, il faut m'aider. Si jamais vous avez des sujets sur lesquels vous connaissez des gens qui ont des compétences, je veux réunir voilà, des gens qui ont des idées différentes sur des sujets de fond pour qu'on fasse progresser cette connaissance et qu'on ne voit pas les autres comme des adversaires politiques ou des ennemis. La troisième chose, du coup, ça va être de développer les idées sur l'économie physique que j'ai développé dans ce petit livret avec mon ami Christophe Laverne et d'autres, euh, et de faire des lectures de ce livre, de faire des ateliers sur qu'est-ce que c'est que l'économie physique, comment est-ce qu'on développe la créativité humaine, qu'on l'applique sous forme de technologie, sous forme de savoir, parce que c'est pas que de la technologie en fait, c'est du savoir, du savoir-faire, et de voir en fait comment cette découverte peut justement nous lier aux BRICS, peut nous lier en fait à notre passé aussi de nation qui s'est industrialisée, qui a découvert énormément de choses et qui a beaucoup de respect de la part de beaucoup de gens dans le monde, justement parce on a eu cette période-là. Les Chinois s'inspirent énormément de notre Trente Glorieuses. Et nous, on s'inspire plus du tout de nos Trente Glorieuses à nous. Donc, j'essaye de remettre ça sur la planche à dessin, sur la planche à travail. Et voilà, j'invite tous les gens qui sont motivés pour cette bataille à me rejoindre et à se mettre en contact avec moi. Voilà. Merci Benoît. Donc on va enchaîner. Donc, alors moi je suis candidat pour la première fois ce coup-ci donc dans le Val d'Oise, de l'autre côté de l'Essonne, dans le nord de Paris, dans la 6e circonscription, contre à peu près tous les politiques. Pour anecdote, en fait, quand j'étais petit, dans mon village de la Drôme, on se cachait derrière les arbres et on gueulait sur toutes les voitures parisiennes ou lyonnaises parce que ils étaient d'un mépris vis-à-vis des gens de la région. Total, ils apprenaient aux agriculteurs comment fallait cultiver, etc. Enfin, c'était vraiment... Et ce que disait Benoît sur le fait que comment on s'attaque à la déshumanisation, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande différence à comprendre entre s'attaquer à la connerie et s'attaquer au con. C'est là que le mépris des gens est quelque chose d'extrêmement dangereux, que l'on voit très souvent en politique. Et en l'occurrence, la députée actuelle de la circonscription, qui est une circonscription plutôt de droite, est une députée LFI qui a eu beaucoup de courage sur la question de Gaza, qui a participé à une des flottilles pour essayer de briser le blocus, qui là, sur la loi Yadan, s'est énormément engagée, mais qui, par exemple, ne propose rien, en fait, pour le sort des Israéliens. C'est là toute la question du plan Asie, c'est d'avoir une solution pour tout le monde,
et que les gens qui ne se reconnaissent pas dans Netanyahou et qui sont israéliens puissent envisager un avenir commun avec les pays de cette région. Donc j'essaye de la rencontrer pour lui présenter le plan Oasis, pour l'instant sans succès. Et l'autre chose, moi, qui m'a beaucoup choqué dans comment elle voit la politique, c'est sur l'affaire de Quentin Desranques, donc ce jeune fasciste lyonnais, euh, vraiment fasciste, hein, mais qui a été tué, tabassé par des antifascistes. Elle a expliqué que LFI avait participé à la minute de silence à l'Assemblée nationale parce qu'ils sentaient bien que s'ils y participaient, c'était un piège et qu'ils allaient se faire ramasser tout ça, mais que pour autant, jamais elle pleurait la mort d'un facho. Donc je dis pas que c'est bien d'être facho, mais je dis que c'est pas bien de mourir. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui sont quand même très importantes, je trouve, à opposer justement une vision humaniste des choses. Surtout que quand, à ses vœux de nouvelle année, pendant 1 heure, elle a fait un discours, elle n'a pas prononcé le mot finance une seule fois, à part pour parler du budget, mais en tout cas, la question de la finance, qui déshumanise l'économie, qui déshumanise le monde et tout ça, elle n'en a pas fait mention une seule fois. Donc, d'où le fait qu'on fait campagne sur le terrain, là où en fait ils sont pas du tout présents, on la voit à la télé, elle fait des vidéos Instagram et tout ça. Depuis 1 an qu'on est sur le terrain, jamais on croise des militants et encore moins elle-même. Donc elle y est de temps en temps, il paraît, mais c'est rare. Et donc, pour combattre la déshumanisation et réhumaniser notre société, il faut discuter avec les gens entre quatre yeux, être présent, avoir le temps de discuter avec eux, discuter avec des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, des cons comme pas deux, et puis soulever la connerie qu'ils disent et essayer de les sortir de ça, quoi. Donc, juste 2 sujets que je voulais aborder sur la question de la souveraineté et qui je pense, peuvent participer à la réhumanisation. C'est d'abord la souveraineté numérique qui est un grand enjeu actuellement, qui va l'être de plus en plus si la France et l'Union européenne continuent à être en retard sur les GAFA et le reste. C'est déjà le fait que de situer l'enjeu de l'IA comme l'enjeu du nucléaire, des armes nucléaires, je veux dire, dans cette vision du monde, que l'on doit sortir de la géopolitique, là où les GAFA ont une vision prédatrice de pouvoir par l'IA, par les données, de faire en sorte d'opposer à ça une logique d'open source, de mutualisation des compétences, ce que font les Chinois à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'ils vont très vite. Mais c'est aussi le choix des 3 euh, dirigeants de Mistral, donc un qui vient de Google et de DeepMind, 2 autres qui viennent de Meta, et qui misent sur l'open source pour faire en sorte c'est ce qu'ils appellent la logique de l'outsider, c'est qu'on va donner en fait ce qu'on sait faire, ce qu'on a inventé, et on va avoir des retours des particuliers qui vont donner des idées, tout ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'open source. Et la deuxième chose, c'est de nouveau éduquer philosophiquement nos gosses. Parce que on voit aujourd'hui tous les discours alarmistes sur ChatGPT, comment nos enfants ne réfléchissent plus, etc., etc. Il faut se rappeler qu'à l'époque de l'émergence des livres, déjà c'était un débat sur le fait de savoir si ça allait pas tuer la mémoire. Parce que le livre allait enfin ne plus appeler la mémoire orale et tout ça. Donc ramener le fait que l'on puisse penser par soi-même et que c'est le seul, le véritable moyen de ne pas se faire manipuler par des bêtises. Et à l'heure actuelle, pour vous dire, il y a une situation où la France, comme sur la question de l'Iran et du Moyen-Orient, est le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ont décidé la semaine dernière de utiliser Linux pour un maximum d'agents territoriaux dans l'éducation nationale, tout ça, ce qui est une très bonne chose. En même temps que, semble-t-il, ça a été révélé là il y a 3 jours, Tracfin, donc qui est quand même l'organisme du ministère de l'économie qui est censé pourchasser les fraudes fiscales, avec 230 agents,
ils ont plus de 200 000 signalements chaque année. Et donc, pour faire en sorte que 200 agents puissent arriver à traiter tout ça, ils vont faire appel à Palantir, donc qui est la boîte de la CIA. Donc, j'ai- si on veut faire en sorte de fragiliser l'économie française, bah, c'est le meilleur moyen, quoi. Et il y a une alternative en plus française à Palantir, qui n'est peut-être pas aussi efficace, mais en tout cas qui correspond au même but, qui s'appelle Chaps Vision. Euh, donc, autre idée pour la souveraineté numérique, c'est de créer une infrastructure de données pour l'entraînement des IA, que l'État, vu que en fait chaque boîte fait elle-même collecte les données, autant faire en sorte d'avoir un service public de données qui permettent aux IA d'être entraînées, et ensuite avoir au niveau national et local, s'il faut commencer par là, avoir une mission numérique pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui aillent à la rencontre des PME, des PMI, etc., pour leur donner idée de comment utiliser l'IA. Et l'IA, quand elle servira à l'économie réelle, décuplera son intérêt et sa valeur. Donc, ce sera le meilleur moyen pour dire à tous les gens, les Français qui sont partis, qui sont des super talents dans la Silicon Valley, de revenir. Le deuxième sujet fondamental pour la souveraineté, c'est la bouffe. C'est la bonne bouffe. Et c'est que nos enfants mangent bien. Donc, vous savez bien qu'il est interdit au niveau européen de faire des appels d'offres avec des contraintes de localité. Et il y a la Dordogne ont eu l'intelligence en fait de dire ben, on va pas faire un gros appel d'offres pour toute la bouffe des collèges, on va saucissonner. Donc on va faire un appel d'offres pour la volaille, un appel d'offres pour les légumes, etc., etc. Et comme ça rend possible pour les petits producteurs de répondre à ces appels d'offres. Et la deuxième idée géniale, c'est de dire nous on veut pouvoir être livré en moins de 2 heures s'il y a besoin. Et donc forcément, bah, les gros groupes qui sont super loin, bah, ils peuvent pas. Donc ils ont réussi comme ça. Donc c'est une démarche du département. Ils ont lancé ça en 2015. En 2028, ils sont censés faire en sorte que les 35 collèges du département fassent du 100% fait maison, du 75% local et 75% bio. Donc les deux derniers secrets, c'est un chef cuistot qui fait que, au lieu de cuisiner avec 8 à 10 légumes, on en fasse avec 60 variétés de légumes. Euh, et c'est faire en sorte que les dames de cuisine, plutôt que de passer leur temps à nettoyer à javel les machines, à mettre les trucs dans le four et puis servir à la louche des trucs dégueulasses, bah, qu'en fait elles apprennent à décortiquer de la volaille, faire des côtelettes d'agneau à partir de la carcasse, éplucher les légumes, etc., etc. Donc tout ça pour dire voilà que il faut pendant qu'on fait campagne, pendant qu'on aura une audience nationale si on est élu, faire en sorte de obliger les débats qui vont faire shifter de la bêtise à l'intelligence. Ça, c'est ce qu'on doit réussir à faire. Voilà. Alors, merci Rémi. Juste, est-ce que tu peux, et Benoît, après donner les villes de ta circonscription? Ah oui. Parce que s'il y a des gens qui Ouais, sont tout à de fait. là, juste Et donner vous, si vous connaissez des gens de si vous là-bas. connaissez des gens de Ouais, la clairement. circonscription. Alors moi, donc, c'est Sannois, Saint-Gratien, Enghien-les-Bains, Soisy-sous-Montmorency, Deuil-la-Barre et Montmagny. Oui. Et Benoît, Orsay, Gif-sur-Yvette, Bure-sur-Yvette, Vauhallan, Les Ulisses, Saclay, Bièvre, Villiers-le-Bacle, Saint-Aubin. Et voilà, si j'en oublie un, j'ai dit. Voilà, si j'en oublie un, bah, ils vont pas voter pour moi. donc on va accélérer parce que je sais pas, nos amis américains restent pas Ouais. tout le temps. Si on n'a pas Monsieur Desfontaines, je vais enchaîner. En tout cas, je vais conclure si on l'a pas. Donc moi, je suis Sébastien Périmoni, je suis candidat, moi, dans la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis, donc c'est pas très loin, c'est Pantin et Aubervilliers. Donc là, il y a que 2 villes qui sont très denses, et donc on peut très très vite se faire voir et de connaître un petit peu tous les gens influents, donc c'est intéressant, je vous invite à me rejoindre, j'y suis toutes les semaines. Et ce que je dis aux gens, parce que en fait, si vous voulez changer la politique, il faut changer les politiciens. Parce que, en fait, la plupart des gens ne votent pas là-bas.
c'est quartiers très pauvres. Pantin, Aubervilliers, c'est quasiment 40% de gens, entre 28 et 40% de gens qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Donc, c'est alors que dans le département, c'est 28%. Là, Aubervilliers, c'est jusqu'à 40 même de personnes qui sont au seuil de pauvreté. Donc, c'est des endroits qui sont totalement abandonnés, totalement insalubres. Et en fait, les gens, c'est pas qu'ils ne sont pas politiques, mais ils sont dégoûtés complètement de la politique parce que tous leurs élus sont corrompus. Le maire de Pantin a des dossiers à plusieurs millions d'euros qui sont d'ailleurs dévoilés dans le Canard enchaîné, hein, plus tous les cadeaux qu'il offre à sa femme, à son beau-frère, aux voisins de sa femme. Enfin bref, on est vraiment dans des situations de baronnie et de mafia qui est totale. Et pareil à Aubervilliers. Donc cette idée qu'il faut changer les politiciens, je pense pour les gens c'est très important parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, tous les politiciens qui sont en place ne défendent pas les sujets fondamentaux. Un exemple, la corruption, ça je l'ai mentionné, ils sont tous corrompus là-bas. Deuxième point, par exemple la dette. Moi je distribue ce tract dans ma circonscription où on explique l'arnaque de la dette. Donc on explique qu'entre 1974 et 2023, on a payé 1640 milliards d'euros d'intérêts de la dette à des banques privées et des assureurs. C'est-à-dire qu'on a payé 1600 milliards à des privés, seulement les intérêts de notre dette qu'on ne paiera jamais. Donc ça, c'est tout ça. On n'entend aucun député expliquer ça quand ils ont la tribune à l'Assemblée nationale. Donc ça, on permet aux gens de le comprendre. Deuxième point qu'on explique aussi, c'est la folie dans laquelle on vit, du système financier qu'a mentionné Jacques. Par exemple, les chiffres, le PIB de la France, c'est 3 000 milliards, le PIB mondial, c'est 100 000 milliards, la spéculation, c'est 2 millions de milliards. Donc réfléchissez 3 secondes. Donc voilà, on est dans une bulle financière qui peut exploser à tout moment. Donc là, on vous présente les candidats. La campagne, c'est probablement 2027. On ne sait pas. Certains disent 2029 parce que c'est tous les. Voilà, mais enfin, probablement, ce sera après la présidentielle. Il y aura dissolution de l'Assemblée nationale. Mais le système bancaire, il va jamais tenir jusque-là. Donc là, on est dans cette situation, dans cette bulle financière qui va exploser et qui engendre justement toute la politique de guerre qu'a mentionné Jacques au début. Donc voilà, et il y a d'autres idées qu'on veut défendre. La séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Certains en avaient parlé, ils ne l'ont pas fait, parce que ça veut dire s'attaquer à ce système financier. Donc si on est élu, nous, nos candidats, porterons en priorité cette réforme de protéger l'argent des gens, séparer l'argent des entreprises, des citoyens, des banques qui spéculent, de ces 2 millions de milliards de monnaie de singe. Donc voilà, ça c'est des choses dont on ne parle pas. On n'a aucun député qui propose explicitement de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On n'a aucun qui le propose explicitement. Et d'autres sujets, bien sûr, la renationalisation de la Banque de France pour qu'on redevienne souverain et puisse refinancer notre industrie. Donc voilà, bon, il y a plein de sujets qu'on veut défendre. C'est pour ça qu'on est candidat. Alors, les élections, c'est pas tout de suite, mais la bataille, elle est maintenant. Donc, vous pouvez tout de suite nous rejoindre et on va faire campagne ensemble sur le terrain. Donc voilà, moi, je m'arrêterai là parce qu'il faut qu'on pose quelques questions à nos invités des États-Unis. Alors, il y a plein de questions qui sont... on va prendre les questions ici si vous en avez, hein. On va d'abord demander à Diane et José, s'ils sont toujours là, de répondre à quelques questions et même demander à José, parce que j'espère qu'il est encore là, qui donne aussi un sens de comment lui il fait campagne, parce que c'est assez extraordinaire. José s'est fait connaître dans le monde entier en faisant des vidéos. Il allait intervenir sur le congressiste, intervenir dans des séminaires où il y avait des gens du New York Times, enfin, voilà, des gens connus, et à chaque fois il se levait pour prendre la parole. Et ce serait bien qu'il puisse nous montrer une petite vidéo de ça, si on a 2-3 minutes, de montrer comment il fait campagne. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et Benoît l'a dit, c'est humainement, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable ce qui se passe. Et si on ne fait pas comme José, si on ne se lève pas pour aller mettre au défi ces élus, cette classe Epstein, comme a dit Diane, c'est une très bonne expression, on protège les violeurs de gamines et on va pousser les gens au suicide au travail. Donc on est dans un système qui marche sur la tête. Ah, José est avec nous. Donc José, oui, tu peux répondre à comment toi, et montrer peut-être une vidéo, si tu peux, de comment tu fais campagne aux États-Unis, et comment tu as eu les signatures et les fonds, etc. Oh, sure.
Yeah, well, basically, it all starts with a commitment for truth Eh bien, and a commitment to avant tout, ça a commencé avec un engagement pour la vérité et pour les principes. that Contre quiconque qui disait Stand for Humanity should be allowed to have a platform where oui, sur le principe notamment que quiconque veut la vérité devrait avoir une plateforme my dans association laquelle leurs aspirations puissent être possibles. Et c'est notamment au sein de l'organisation de la Rouche. now Sur, that pendant 10 ans, j'ai milité, je milite avec l'organisation de la Rouche. why Et c'est grâce à ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui. today. Et c'est pour ça que j'ai pris cet engagement aujourd'hui. Parce que, à cause notamment du mouvement avec lequel je me suis associé. I would also emphasize, of course, is that Et ce sur quoi j'aimerais mettre en phase, c'est cities all around Montana, I know a lot of people, c'est- you know, je sais que notamment, is not, oui, c'est que ma mère, and my father was not some, brilliant intellectual scholar. oui, My mother works as a bus agent, and my dad works as a cook. And mon yet, père était cuisinier, ma mère était une ménagère, je crois. Et, et, some of the top Democrats et quand on a vu la colère des plus importants membres du Parti démocrate qui étaient en colère parce que nous étions sur notamment le mandat électif. to get them to think Euh, outside of the duopoly of the two-party system. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre candidature, c'est une candidature qui va en dehors du monopoly Or putting ourselves du out there bipartiste. fight Et nous nous engageons dans ce combat, et en nous engageant dans ce combat, les gens répondent à ce que nous faisons. Donc, vous avez notamment des vidéos de moi ou intervenant à différents événements, meetings d'hommes politiques pour dire la vérité. Et ces vidéos, ça a été filmé, ces vidéos sont devenues virales. Congress of the United States Et, want to support that voice. So, et donc les gens ont vu ça et disent je veux soutenir ce garçon qui veut se présenter pour le Congrès. Donc il y a de plus en plus de gens qui nous ont soutenus dans ce combat. Et c'est grâce à ce soutien que nous avons eu des signatures et que nous sommes aujourd'hui dans l'élection. Thank you. Et Diane est là également? Yes. Yes, I'm here. Oui, on a quelques questions pour toi, Diane. Donc là, je vais t'en poser 2-3 qui sont arrivés là sur le mail. Donc, quels médias tu utilises pour faire ta campagne? La deuxième question, c'est quelles sont les connexions entre les financiers aujourd'hui américains, tout le système financier, et l'administration Trump, les liens entre les financiers et Trump. Et la dernière, depuis quand tu estimes que, par rapport à ce que tu as dit, que les électeurs de Trump qui ont voté pour lui ont changé de position et maintenant recherchent quelque chose d'autre? Wow. I hope you're going Très to. bien. J'espère que vous allez me rappeler. Je suis un peu distraite car j'essaye de suivre en ce moment même. Il y a une conférence au Sénat américain en ce moment. Le Sénat vote sur le pouvoir de guerre du Sénat, une résolution sur les pouvoirs de guerre du Sénat. Donc quand nous aurons fini ici cette réunion, nous saurons ce qu'ils ont décidé. Et ce n'est pas même pour arrêter la guerre, en fait. C'est simplement pour voter sur le fait que sur la guerre, le Sénat ainsi que la guerre Trump peut seulement mener la guerre pour 60 jours et arrêter, ou alors après 60 jours, il doit demander au Sénat ensuite pour continuer. Donc, je vais un peu changer le sujet sur ce point, si vous me permettez, car beaucoup de gens, maintenant, disent oui, veulent dire oui, nous détestons Trump, ils parlent de décider Trump, ou du 25e amendement, car nous avons des élections qui arrivent en novembre,
et ils veulent avoir une apparence, ils veulent apparaître, une apparence qui les rendront populaires pour ensuite être élus. Et donc, nous ne faisons pas les choses pour l'apparence, nous faisons les choses parce qu'elles doivent être faites. Et les petites filles qui sont mortes à Minab dans l'école sont vraiment mortes. Ce sont des gens réels, les gens qui meurent à Gaza et en Cisjordanie et au Soudan et beaucoup d'autres gens encore. Ce sont des gens réels avec des vies réelles. Et aux États-Unis, nous n'avons pas eu de guerre sur notre sol depuis ce qu'on appelle la guerre civile. Et même s'il y en a des millions de vétérans qui ont servi, des millions de vétérans qui ont servi à l'étranger, ça ne sont pas réels pour les Américains. Des milliers de vétérans, ça ne sont pas réels, mais on tue des gens. Je sais qu'il y a quelques jours, une congressiste ici à Toulouse a dit que certains des démocrates qui ont voté contre les pouvoirs de guerre dans le passé avaient tellement de constituants, d'électeurs qui ont appelé, qui étaient en colère, que du coup elle va changer d'avis. Donc nous devons voir ce qui va se passer. Je vais prendre la question de l'argent et les banquiers dans la politique. Eh bien, cela a beaucoup à voir avec ça. C'est vraiment malade. Le Congrès des États-Unis est possédé actuellement par cet argent. Nous le savions il y a plusieurs années quand nous avons essayé de mettre en œuvre au Sénat la loi Glass-Steagall, la loi de séparation entre banques commerciales et banques d'affaires. Nous allions voir les congressistes et nous disions la banque Chase Manhattan. Il disait, ah oui, cette banque vient de venir dans notre bureau et elle vient de nous expliquer pourquoi on n'a pas besoin de séparation bancaire et que c'est beaucoup mieux d'avoir les banques ensemble, les banques commerciales et les banques d'affaires ensemble. C'est lié avec le fait de ne pas arrêter, c'est lié avec le fait d'arrêter la guerre, car il y a des gens qui reçoivent beaucoup d'argent, donc, notamment Richie Torres, qui est candidat contre José, lui reçoit beaucoup d'argent de ceux qui veulent la guerre. Et cet argent devrait être utilisé pour bâtir des infrastructures, des voies ferrées, des centrales nucléaires, des infrastructures utiles. Et donc vous voyez ce système immoral et corrompu. Il y a un plaisir sadique à voir les gens souffrir aujourd'hui. Je pense que nous ne devons pas aller en guerre pour cela. Et la fondation des États-Unis, Cotton Mather, l'un des fondateurs des États-Unis, a écrit un livre qui s'appelle Essai pour faire le bien. Il a dit pourquoi les gens veulent faire le bien. Et les gens qui se battent pour faire le bien, ils ne se battent pas avec la même passion que les gens qui se battent pour faire le mal. Je m'arrêterai ici, parce que ça ne répond pas du tout à la question. Oui, Allez-y, monsieur. Je voudrais ajouter une question pour Diane. Comment faites-vous pour faire campagne à l'échelle de tout le pays et en ralliant d'autres candidats qui sont indépendants mais qui ne veulent ni les républicains ni les démocrates? Thank you for asking, and I will. Merci pour cette question. Et je dirais, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, les gens quittent la base. Les gens de la base MAGA maintenant, ils en ont marre. Les gens quittent Trump. Et les gens, en fait, beaucoup de gens détestent les deux partis, démocrates comme républicains. Et José et moi-même, nous sommes réunis maintenant avec d'autres candidats qui sont aussi indépendants ou qui sont dans le parti démocrate ou qui sont dans le parti républicain, mais qui se considèrent comme des candidats qui ne sont pas de l'establishment. Beaucoup de vétérans du militaire comme Anthony Aguilar, qui a montré que la Gaza Humanitarian Foundation, la fondation humanitaire de Gaza, il y a participé, il est revenu aux États-Unis et il a dénoncé cela et grâce à lui, cette fondation a été arrêtée. Certains de ces candidats sont des candidats très sérieux. Il y a une femme dans le Massachusetts, Nalia Millerand, qui est la nièce de Ralph Nader, qui est juriste. Sa fille a été tuée dans un crash d'un avion en Éthiopie. Elle est une personne
personnes très compétentes. in the Il election 2 years y a eu ago. un pourcentage important des votes dans les élections précédentes. Je mentionne Anthony Aguilar, qui est très connu, étant donné ce qu'il a fait par rapport à la Gaza Humanitarian Foundation. Another veteran running for US McGuinness aussi, qui est candidat pour le Sénat en Caroline du Nord. Donc nous travaillons ensemble à créer un mouvement organisé de candidats indépendants et de prendre l'avantage de ce que nous avons, de profiter de ce que nous avons connu avec Lyndon LaRouche sur la politique économique en particulier, car c'est le sujet très important que nous voulons adresser. Merci, Diane. Je précise pour ceux qui ne savent pas que McGuinness, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, mais c'est un Marines américain qui est allé justement pareil, un peu à la José Vega, c'est-à-dire il est allé dans une conférence et il s'est levé pour dire non à la guerre, pour dénoncer la politique de guerre en Iran. Et il s'est fait casser le bras, mis au sol, éjecté par les forces de l'ordre. Et c'est pareil, ça fait des millions de vues au niveau international. Et il a fait plusieurs meetings avec Diane et José récemment. Et il est candidat d'ailleurs. Donc on va peut-être prendre une question s'il y a des questions ici. Sinon, il faudra m'envoyer les autres questions qui sont dans le chat parce que je ne les vois pas. Oui, allez-y, monsieur. La seule question que je voudrais poser, c'est pour les candidats, si vous êtes élu, bien sûr, comment comptez-vous protéger l'argent des gens, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée des l'euro numérique? Parce que c'est à partir de ça qu'on sanctionne tous ceux qui sont dissidents en bloquant leurs comptes, en gênant leurs avoirs. Comment comptez-vous protéger les gens? Il y a plusieurs façons. La première, s'il y a un euro numérique, c'est de sortir de l'euro. Comme ça, au moins, vous n'avez plus de problème. Oui, parce qu'en fait, cette idée d'euro numérique, donc elle n'est pas forcément juste européenne. J'avais fait justement une vidéo là-dessus sur comment Mark Carney, qui est devenu là le Premier ministre canadien, mais qui était à la tête de la Banque d'Angleterre avant, avait aussi participé à l'émergence de cette idée. C'est vraiment une idée de déposséder totalement donc à la fois les États de leurs prérogatives d'émission monétaire. C'est aussi pour échapper totalement au contrôle, enfin même des banques centrales nationales qui normalement, des banques centrales nationales qui sont dans l'eurosystème, avec donc des critères d'allocation de cet euro numérique qui sont aussi en phase avec ce qu'on appelait le Green New Deal. Je sais pas, on n'en parle plus beaucoup en ce moment, mais c'est cette idée en gros, d'une décroissance économique imposée avec une désindustrialisation et des sources d'énergie moins puissantes. Et donc, c'était une espèce voilà, c'est un carcan à la fois numérique, donc hors d'état, hors de contrôle, et avec un plan qui est derrière de décroissance réellement industrielle, même si on a l'impression que voilà, les banques centrales elles veulent faire de la croissance, etc. En fait, non, elles veulent juste euh, faire en sorte que des acteurs privés se servent sur la bête pendant qu'elle est en train de crever. C'est ça le but de cet euro numérique. Donc, sortie de l'euro, ça c'est intéressant, avec une sortie de l'Union européenne, reprise de la Banque nationale, séparation des banques. Et avec ça, c'est un cadre qu'on se donne. Évidemment, c'est pas le cœur du sujet, parce que le cœur du sujet, c'est l'économie physique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on retrouve une plateforme économique de production dans l'infrastructure de base, parce qu'on a encore, en fait, on pense qu'on est une nation encore bien dotée dans tout un tas d'infrastructures, alors qu'en fait, on est en train de s'effondrer. Il y a pas mal de chiffres là-dessus, des rapports des associations de BTP, etc., qui montrent qu'il y a un déficit énorme dans les infrastructures. Et donc, il faut remettre donc cette création monétaire au service de cette production-là.
faire que des boulots qualifiés soient créés. Donc ça veut dire des nouvelles technologies, le nucléaire, l'IA au service des gens. Donc ça suppose de la déconnecter, cette IA des GAFAM et de tous ceux qui voudraient en fait s'en emparer pour faire du fric. Et ça suppose d'investir dans la connaissance. Alors c'est à la fois la philosophie pour pouvoir disons développer ses idées très tôt dans sa jeunesse, et évidemment une méthode scientifique qui est remise de l'avant, une culture scientifique, une culture industrielle qui est remise de l'avant par le pouvoir. Donc au sein, soit, moi je propose au sein d'un débat national populaire, mais aussi grâce à la télévision, qui est un pouvoir aujourd'hui aux mains de milliardaires, mais qui demain peut être un vecteur en fait de connaissances très rapide, et de re-acculturation en fait industrielle. Et ça plus une coopération avec les BRICS, qui eux sont déjà dans cette dynamique, puisque ils l'ont déjà entamé, ils sont à fond dans cette dynamique. Donc en fait, ces deux choses-là peuvent amener, disons, une prospérité nouvelle, des 130 glorieuses, moi j'appelle. C'est-à-dire 130 ans de développement, tous azimuts. Et après, Je peux peut-être Oui. ajouter quelque chose par rapport à ça. Bien sûr. Oui, parce que c'est aussi toute l'intention qu'il y a derrière. Il y a un facteur à l'heure actuelle qui est très important par rapport à ça. C'est toute la question de la dédollarisation qui est en train de se faire, qui est un enjeu qui fait très peur évidemment côté américain, côté occidentaux. Mais on voit les pays qui sont les pays des BRICS et les pays qui sont associés, les pays qui sont impliqués dans un nouveau paradigme qui se met en place sous nos yeux, qui sont donc un des éléments qui est extrêmement important d'un point de vue économique, c'est justement de sortir petit à petit du dollar. Donc il y a déjà un certain nombre d'infrastructures qui fonctionnent, qui sont en place. Et il y a un élément qui est très intéressant, très indicatif dans la guerre qui se déroule à l'heure actuelle avec l'Iran, c'est qu'il y a tout l'enjeu du détroit d'Ormuz, qui est un enjeu évidemment économique, comme d'ailleurs Jacques l'a bien souligné. Mais vous avez peut-être vu que les Iraniens ont fait des passe-droits pour un certain nombre de bateaux qui passaient par le détroit d'Ormuz, en conditionnant cela au paiement de 2 millions je ne sais pas s'il faut dire de dollars ou je sais pas, pour le coup, mais l'idée c'est qu'ils ne payent pas justement en dollars, ils vont payer par exemple en yuan, et vous avez aussi tout l'enjeu avec les pétromonarchies où un certain nombre des paiements se font de plus en plus justement en yuan. Donc, là où je reviens sur la question de l'intention, c'est que ce basculement qui est en train de se faire est absolument fondamental, parce que l'intention qui anime tous les pays qui veulent sortir de la domination du dollar, elle est totalement différente. Et eux, que je sache, et on peut espérer que cette intention ne changera pas dans le temps, utilisent aussi des instruments tels que des formes de crypto-monnaies, mais pas du tout dans le même objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le monde occidental, dans ce qu'on peut appeler le bloc occidental, dans une vision où l'argent et toutes les nouvelles technologies associées à l'argent sont à chaque fois des technologies qui sont liées à un agenda politique. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, si cet agenda politique demeure le même, effectivement, demain, on peut, d'un simple, en appuyant sur un bouton, décider qu'un tel, c'est terminé. Et c'est déjà ce qui se passe pour un certain nombre de gens dont certains sont assez connus. Je pense à des gens comme Jacques Beau, par exemple, qui est un analyste assez connu, qui a vu ses comptes qui ont été gelés, mais il y en a d'autres.
il y a quand même un certain nombre de gens, dont des gens qui sont pas si connus que ça, qui se sont retrouvés de facto condamnés du jour au lendemain parce que le système permet de le faire déjà, sans même parler des technologies de pointe. Hein. Mais c'est sûr que plus les technologies financières, crypto-monnaies, stablecoins et tout ça seront affinées, plus ce sera facile de le faire, peut-être même vis-à-vis de certains pays. Donc la question derrière ça, c'est véritablement la question de l'intention politique. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, bien évidemment. Oui, merci. Alors juste, je rappelle, en fait, on va vous donner ça et on l'enverra également sur le chat puisque c'est en ligne sur notre site internet. C'est donc l'appel de Diane Serre, justement au Congrès américain, qui peut stopper la guerre contre l'Iran maintenant, et nous, Français, pouvons l'aider. Et donc c'est tout un appel qui a été écrit par Diane, qui est avec nous, qu'on a traduit et qui vous donne tous les noms des congressistes et des sénateurs américains qu'il faut appeler. On peut appeler directement, tomber sur leur secrétaire ou les avoir eux si possible, et leur expliquer ce qui a marqué dans le tract pour arrêter la guerre immédiatement. Alors, juste, on va libérer, on va poser une dernière question à José et Diane, parce que je pense qu'elle est intéressante, et un mot de conclusion. Pour Diane. Oui, oui. Donc, la question à José ou Diane, c'est que ça revient au père fondateur, parce qu'on fête le 250e anniversaire, et quelqu'un demande, au départ de la Révolution américaine, l'idée de faire la guerre était la prérogative du Congrès, et pas du président, d'après ce que est dit dans la question. Or, aujourd'hui, c'est le président qui décide et pas le Congrès. Comment en est-on arrivé là et est-ce que ça peut changer? Well, it's really not. It's Eh bien, ça ne l'est pas, c'est illégal pour le président de faire cela. Mais nous avons un Congrès qui a abdiqué de leurs responsabilités. Il y a seulement quelques éléments dans la Constitution il y a des choses dont le Congrès doit dire, il y a des choses dans la Constitution qui est dit que le Congrès doit le faire, et cela, le Congrès a dit non, nous ne voulons pas prendre notre responsabilité, la responsabilité de voter la guerre. La Chambre et le Sénat, déjà plusieurs fois, n'ont pas réagi. Je suis vraiment offensé. Comment est-ce que vous osez être candidat au Congrès si vous ne prétendez pas prendre vos responsabilités pour dire est-ce qu'on va en guerre ou pas? C'est dans la Constitution, car Alexander Hamilton, James Madison et d'autres l'ont dit. James Madison était un défenseur très important du pouvoir de la présidence, mais il a dit sur ce sujet il est trop dangereux qu'on puisse manipuler une seule personne, le président. C'est pour ça que ça doit être dans les mains du Congrès. Nous devons leur rappeler que c'est leur boulot, et que s'ils ne font pas leur boulot, ils devront partir. Merci Diane. José, tu veux rajouter quelque chose? Bien. Je pense, oui. La seule chose que j'ajouterais, bien sûr, c'est que maintenant, le Congrès a échoué à prendre sa responsabilité d'assurer que nous n'allions pas dans une guerre. Et c'est à la population maintenant d'intervenir. Et c'est ce que nous faisons. Si je gagnais la primaire, ou si je gagnais l'élection générale en novembre, je ne serais pas élu avant, je ne serais pas en poste avant janvier de l'année prochaine. Donc, et quelle autorité les gens ont maintenant? Il faut qu'ils trouvent leur autorité très rapidement. Ils ne l'ont pas. Nous disons aux gens, c'est l'année du 250e anniversaire depuis que nous avons déclaré l'indépendance. Et c'est maintenant le moment de rappeler aux gens, de leur rappeler qu'ils seront partie du gouvernement. Une question très simple. Comment les gens réagissent aux États-Unis, le peuple, au fait que Trump veuille bâtir un arc de triomphe plus grand que l'arc de triomphe français devant le cimetière d'Arlington, qui est un lieu de mémoire, un lieu où on célèbre ceux qui sont battus et qui sont morts pour les États-Unis, et lui se présente avec cet arc de triomphe avec son nom dessus. Comment les gens réagissent à ça? Est-ce un sujet? I'll go ahead and say, actually, I don't hear people saying anything En about fait, je n'entends pas les gens en dire quoi que ce soit, je ne pense pas
ils soutiennent, je ne sais pas à quel point ils le soutiennent. Ils sont plus en colère à propos de la salle de bal de la Maison Blanche. C'est Versailles. Et peut-être de la façon, étant donné la façon dont nous construisons les choses ici, ce sera fait tellement lentement qu'on pourra l'arrêter avant que ce soit fini. All right. José, tu veux ajouter quelque chose? Un mot de conclusion? Just thank you for having Eh bien, juste merci de m'avoir permis d'être là et de se souvenir que les actions des États-Unis et notre création est une action internationale, une création internationale. Ce n'est pas quelque chose que nous célébrons de manière isolée. C'est quelque chose que partout, en France, à travers l'Europe et à travers le monde, ça devrait et ça va être célébré avec nous. Merci à vous tous et merci de m'avoir permis de participer. Thank you. Diane, a last word? Yes, I just also Oui, express je veux juste aussi vous exprimer mes remerciements et je pense que nous devons travailler de manière unie à travers les continents, à travers tous les continents, comme le dit l'AFD. Nous travaillons en unité à travers de nombreux continents pour libérer l'humanité et c'est pour cela que les États-Unis ont été fondés originellement. Je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir un leader sage en France, Jacques Cheminade, et nous nous battons ici et les gens de France et les États-Unis sont beaucoup plus unis que les leaders. Les populations françaises et américaines sont beaucoup plus unies que leurs leaders. Merci. Merci Diane. Merci. Merci, à bientôt. Alors, malheureusement, comme je pense qu'on n'a pas réussi à avoir notre candidat au Sénat, qui était plusieurs fois candidat aux législatives pour Solidarité et Progrès, mais il avait envoyé ce qu'il avait prévu de lire. Donc, Rémi, il peut peut-être juste résumer et dire où est-ce qu'il est candidat pour que s'il y a des gens qui nous suivent de cette région. Donc, Jean-François Grieux-Desfontaines, il est candidat dans le Tarn-et-Garonne, donc Montauban. C'est toute la moitié est du département, c'est la moitié. Donc, une centaine de communes avec Saint-Antonin de je sais plus quoi, qui est du super ville, Nobleval. Donc, il y a aussi une partie de Montauban elle-même qui est concernée. Et donc, c'est déjà à 2 reprises qu'il a été candidat pour les législatives. Il a été candidat déjà une fois pour les sénatoriales, je ne sais pas si même pas déjà 2 fois. Donc, sénatoriales qui ont lieu cette fin de l'année en novembre. Il a pris contact en fait au fur et à mesure de ses campagnes avec les Gilets jaunes, et les agriculteurs en colère, la coordination rurale là, qui s'est mobilisée il y a peu de temps. Il a participé à des réunions, il a bouffé avec eux jusqu'à 1h du mat. Donc il fait campagne de terrain avec des kilomètres à faire, beaucoup plus que pour nous. Et c'est sûr que là, les sénatoriales, pour lui, c'est intéressant parce que c'est 100 communes. Donc, il y a un peu plus de hauts électeurs, de grands électeurs qui peuvent voter que les 100 maires. Donc, lui, là, il y a 2 jours, est allé aux archives départementales pour ouvrir les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Donc, il a commencé à les lire, à regarder, et il compte justement pouvoir bâtir ce que sont ces axes de campagne, en tout cas ces revendications, sur ce qui a été l'une des plus grandes consultations, enfin peut-être la plus grande consultation de l'humanité, après celle des cahiers de doléances de la Révolution française. Donc voilà, si vous aimez le soleil et que vous connaissez des gens par là-bas, il vous attend. Ouais, si vous voulez prendre des vacances là-bas, allez-y. Voilà. Pour militer. Pour militer, bien sûr. Alors, on va demander à Jacques Cheminade de conclure. D'abord un mot sur Jean-François, Si tu veux. parce que j'ai eu une longue conversation téléphonique avec lui. Il y a un point très intéressant. Il était à une réunion de la coordination rurale. Il s'attendait à des gens violents comme ça. Pas du tout. C'est des gens déterminés à agir
Et le premier orateur a dit le vrai problème, c'est le club de Rome et c'est la dépopulation. Donc c'est une prise de conscience formidable. Et après, il s'est réuni avec eux, il a déjeuné avec eux, et tous ces gens-là étaient dans la recherche de l'alternative. Et ils étaient prêts à écouter Jean-François, ce qu'il avait à leur dire. Ils s'organisent en ce jour, mais il y a une volonté de connaître, d'apprendre, de savoir pour agir mieux. Parce que pour vous dire, le Club de Rome, donc c'est 1973 aux États-Unis, c'est la grande idée qu'ils ont eue d'informatiser des projections pour l'avenir de l'humanité. Donc c'est déshumanisé de fait, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le traitement des bétails, avec le virus, tout ça, c'est que bah, ils ont même les bêtes, ils les déshumanisent, enfin les débestialisent. Pour résumer, moi je suis allé à une conférence du Club de Rome. Le premier slide, c'était comment nourrir 8 milliards d'êtres humains alors qu'il y a déjà 5 milliards de trop. Voilà, ça résume leur pensée. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je sais pas, il y a peut-être des questions dans la salle. On peut reprendre encore une question s'il y a d'autres questions. C'est juste, vous parlez d'hégémonie du dollar, de l'IA. Qu'en est-il de l'hégémonie de l'anglais par rapport à toutes les langues que vous présentez dans tous ces départements? Non seulement les langues, mais même les alphabets. Et pourquoi les BRICS? Dans les BRICS, il y a le russe, il y a le chinois, il y a donc le Brésil. Le français, l'anglais. Mais est-ce qu'on ne peut pas jouer de cette diversité aussi et travailler avec l'IA pour cette fameuse coopération que vous évoquiez, c'est-à-dire non seulement entre les individus, mais aussi entre les langues, et les alphabets aussi. Est-ce qu'au fond, c'est peut-être un barrage aussi qui fait on diabolise les Iraniens, on diabolise la Russie, on diabolise la Chine. Il y a aussi ce point-là. Je ne sais pas s'il est très important, mais... Ben là, depuis une semaine, il y a tout un phénomène sur X, sur Twitter, parce que le système de traduction a fait un bond de qualité. Et donc, ce qui fait qu'en fait, moi, je sais que j'ai une amie iranienne, en fait, à chaque fois qu'elle me partageait un tweet en iranien, en persan, pardon, il y a 3 ans, c'était incompréhensible. Ça voulait rien dire. Maintenant, ça veut dire vraiment quelque chose. Donc, il y a des frontières de langue qui se brisent. Maintenant, il y a un truc qu'il faut absolument contrer par rapport à l'IA, c'est le fait que justement, c'est extrêmement entraîné sur l'anglais. Les IA sont très entraînés sur l'anglais. Et donc, il faut faire en sorte qu'on arrive à ce que on conserve en fait des réflexions qui sont quand même basées sur certaines formes de langage. Et ils ont observé, par exemple, que le fait d'entraîner les LLM, les agents conversationnels, sur de la programmation informatique et ensuite sur du langage, bizarrement, ça a amélioré ses capacités à comprendre le langage, à comprendre. Et c'est là qu'après, il ne faut pas se tromper, c'est que l'IA et la poésie, voilà. Donc il faut faire en sorte que on utilise en effet cette capacité de traduction pour découvrir plus facilement les autres cultures, que on préserve les différentes langues et qu'on sache utiliser le temps gagné pour se comprendre soi-même et comprendre sa propre langue. Ah ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais à dire. Donc, Jacques, si tu veux peut-être venir ici pour conclure. Non. Pour les... Non. Non. C'est pas obligé à... Non, n'applaudissez pas, surtout. Non, parce que vous allez vous faire engueuler. Je crois, les idées, c'est très bien et c'est indispensable, à condition qu'elles soient guidées par des principes. Donc ça, c'est notre travail. Et de voir la réalité en face, d'être lucide, déterminé. J'ajouterais comme l'ont été les Iraniens, c'est pour ça qu'ils ont résisté et qu'ils ont complètement déjoué les plans de Trump. Alors je pense au peuple iranien, je pense à ce qu'incarne un sentiment national, je ne pense pas au régime en lui-même, mais il y a ce sentiment national qui est fondamental, et ça c'est une leçon. Et c'est une leçon qu'ont donné aussi tous les BRICS.
et qu'ont donné en particulier les Chinois avec leur système gagnant-gagnant. Et eux aussi soutiennent une architecture nouvelle de développement et de sécurité mutuelle. Ils vont moins loin que nous. Ils s'attaqueront pas à une question comme celle, par exemple, de la langue, de la façon de s'exprimer, de la façon dont on communique. Ils parleront pas encore d'un pont terrestre mondial, mais ils sont les plus proches de la façon dont on font les choses. Donc, il y a une raison d'optimisme, et je rappelle que l'Iran, 80% de ses exportations vont à la Chine et à l'Inde. Et la Chine, l'Inde et l'Iran sont tous trois membres des BRICS. Donc, il y a un changement du monde. Et ce que je voudrais conclure, c'est en disant que nos candidatures sont avec ce changement du monde vers un ordre où, et c'est pas un ordre, c'est une vision des choses où le colonialisme, l'impérialisme, c'est fini. Et, comme a dit le pape, assez de la guerre, assez de l'idolâtrie de soi-même, assez de ce monde de l'argent, et ne mêlons pas Dieu des affaires qui ne vont que à la volonté de dominer, d'écraser l'autre. Donc, pensons à le monde qui vient, et par rapport à ce monde qui vient, et par rapport évidemment à plus justice ce monde, évitons cette destruction des peuples dans laquelle est engagée la politique occidentale aujourd'hui, et évitons que cette politique occidentale contamine les autres, parce que si vous faites un mal aux autres, les autres tenteront à réagir eux aussi par le mal. Donc, donnons l'exemple que l'homme est voué au bien et que nous sommes aujourd'hui sur Terre 8 milliards parce que l'homme est voué au bien, et sans cela, nous ne serions probablement plus sur Terre, nous serions comme des dinosaures, nous aurions été anéantis. Voilà. Alors, merci Jacques. Un petit point non négligeable, c'est une campagne, des campagnes, ça se finance. Et évidemment, donc à tous ceux qui nous écoutent et qui sont en ligne, je les appelle à aller sur le site solidarité et progrès.fr et à cliquer sur le petit bouton Je donne pour soutenir les campagnes, parce qu'il faut produire les tracts, les affiches qu'on va commencer à sortir. Et donc, évidemment, à ceux qui sont sur Paris ou qui sont vers Montauban, de venir nous rejoindre sur le terrain. Vous pouvez prendre nos contacts maintenant. Et dès que vous voulez, vous venez avec nous, vous venez parler aux gens, vous venez leur expliquer ce qui se passe et tout ce qu'on a discuté ce soir. Donc, merci à tous. Et ne soyez pas possédés parce que vous possédez. Soyez vous-même. Merci.